Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 286 du podcast Touchdown Actuel Amateur. Très heureux de vous retrouver pour le début de la grande préparation à la draft. Oui, nous sommes sur la rampe de lancement. À mes côtés cette semaine, il y a donc Grégory Richard. Bonjour Grégory. Bonjour Alain, bonjour à tous. Grégory, c'est l'heure de la draft, donc on l'a dit, on va commencer tranquillement avec un top 15 des meilleurs prospects, histoire de mettre les choses au clair très rapidement. On a décidé de sélectionner la crème de la crème, le meilleur des meilleurs. On est d'accord Greg, on est sur de la valeur pure là, on prend les 15 meilleurs. Oui, tout à fait. Alors, tu fais bien de me tendre la perche par rapport à ça. Je précise d'emblée, les rankings, ça tiendra compte en partie de mes préférences et en partie des positions, ou en tout cas des environs où devraient être draftés les joueurs si on prend les projections actuelles. Donc le programme est clair, un top 15, vos questions et on aura fait un premier tour de la draft. Évidemment, c'est le début d'une longue série de podcasts, il y en aura au moins 4 autres pour vous parler un petit peu de tout ce qui va se passer au mois d'avril prochain. Vous savez tout, premier jingle et on commence. 4 and 3 and 2 and 1. Hi, it's Navarro Bowman from the 49ers. Hello, this is Danny Woodhead. How you doing? This is Mike Wallace. Lamar Miller, the running back from Miami Dolphins. Hi, it's Brendan Carr from the Dallas Cowboys. You listen to the Touchdown Podcast. Grégory, nous sommes partis sur le top 15 de la draft NFL 2019 et je vais traiter la question évidente tout de suite, comme ça ce sera réglé. L'éléphant dans la pièce, comme disent nos amis américains. Il n'y a pas de quarterback dans ce top 15. Pourquoi ? Parce que... alors comment t'expliquer ça parce que quand même, classe de quarterback pas aussi... mature entre guillemets, alors c'est paradoxal de dire ça parce que Sam Darnold était un joueur uniquement de deuxième année d'un point de vue footballistique l'année dernière, mais on sait que c'est une classe cette année qui est un peu particulière parce que l'année prochaine il y a beaucoup de prospects importants qui sont censés arriver, notamment le quarterback d'Alabama, Tua Tagovailoa, et on sait que... Comment il fait exprès de le prononcer bien parce que je l'ai mal prononcé la dernière fois. Et du coup, voilà, je pense que certains quarterbacks voulaient avoir l'opportunité d'être le premier QB choisi lors de cette QV, et il y en a peut-être certains qui se sont un petit peu précipités. C'est le cas notamment d'un Dwayne Haskins, par exemple, du côté d'Ohio State, qui est également sophomore et qui a sans doute forcé un petit peu la décision. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est peut-être pas forcément aussi armé, aussi équipé pour faire partie de ce top 15. Après, voilà, il y a beaucoup de quarterbacks qui flirtent aux alentours du premier tour. Je me permets de répondre à ta question, mais pour anticiper un petit peu au niveau du Big Board qui sera publié ce week-end, il y a à peu près 4 quarterbacks qui figurent quand même à peu près dans le top 50. Avec, il me semble, notamment Dwayne Haskins qui doit être aux alentours de la 30e place. Donc, bon, c'est une classe de quarterback qui a l'air un peu moins séduisante, un peu moins glamour que ce qu'on a pu voir l'année dernière, mais pour le coup, ça reste des projets intéressants et des joueurs qui seront susceptibles d'être sélectionnés au premier tour. Tua Tagovailoa. À tes souhaits. Tua Tagovailoa. C'est bon ? Alors, je sais pas si c'est moi qui frime, mais il fait quand même exprès de dire le nom en entier juste pour montrer que... non, parce qu'on en a parlé en antenne avant, du coup son prénom en entier c'est pas Tua, c'est Tuanigamanuolepola. Ouais, parce que sinon c'est trop facile. Mais ça on le créera pas le jour de la draft. Oui, je pense pas non plus. Vous êtes plutôt à l'abri. Bon, lui c'est l'an prochain, j'ai un an pour m'entraîner. On l'a dit, donc allez, petit teasing de l'émission Quarterback, tu ne donnes même pas d'argument. Kyler Murray, Drew Lock, Dwayne Haskins, si j'ai bien compris, sont les 3 premiers quarterbacks. Ouais. Lequel tu prends ?
Pas forcément dans cet ordre-là pour moi. Mais, justement, lequel tu prends? C'est ma question. Tu es GM, Dwayne tu peux Haskins. choisir un des trois. Dwayne Haskins, voilà. voilà. Pas d'argument. Pas d'argument, on en c'est dira un plus lors de la teas- preview, t'as raison. C'est ça, c'est un teasing sauvage pour la prochaine émission. Le big board donc commence maintenant avec le top 15 et le numéro 1 c'est Quinnen Williams, defensive tackle d'Alabama, 15 matchs, 71 plaquages, 19 plaquages pour perdre 19,5 l'an dernier, 8 sacs, une passe déviée, il fait 1m93 pour 134 kg. Alors, je balance de la comparaison sauvage. Alors, je rappelle le principe de ces émissions. Je donne des relances, Grégory vous explique tout. Voilà. C'est lui qui est compétent sur le sujet. Moi, je suis là pour faire celui qui ne connaît pas et qui découvre, ce qui est vrai. Et comme ça, je vous accompagne dans la découverte en questionnant Grégory. Grégory, est-ce que Quinnen Williams pourrait être un Aaron Donald avec 10 kilos de plus ? En tout cas, ça peut en prendre la tournure de ce qu'il a montré. Là, il a clairement été bluffant tout au long de cette saison. Il faut savoir que c'est un joueur qui était même pas titulaire l'année dernière du côté d'Alabama, donc qui a vraiment pleinement explosé cette année. Et on découvre pas qu'il y a du talent généralement défensivement du côté du Crimson Tide, encore moins sur la ligne défensive. Mais là, c'est un joueur qui a vraiment qui s'est intégré petit à petit et qui est vraiment très rapidement devenu un leader et surtout un joueur extrêmement polyvalent. Ça va être d'ailleurs, c'est un petit teasing également, mais ça va être à l'image de cette classe qui va être très axé défense, très axé ligne défensive et très axé lineman intérieur spécialisé dans le pass rush. Et Quinnen Williams a très clairement cette arme à disposition. Vraiment très difficile à contrer en 1 contre 1, des mains extrêmement violentes, on sait que j'aime beaucoup ça. Oui, c'est un des termes qui va revenir. Si vous découvrez les émissions draft, je précise parce qu'on a des nouveaux éditeurs quand même, les mains extrêmement violentes, Grégory, c'est quoi ? Les mains extrêmement violentes, c'est des mains qui sont constamment en mouvement et qui sont très bien placées par les joueurs en question pour justement mettre hors de portée son adversaire direct. C'est pas simplement le fait de, on va dire, alors tenir, non, parce que c'est pas vraiment comme ça qu'on fait, mais en tout cas tenir en respect son adversaire. C'est vraiment le mettre, presque le dégager de son chemin pour vraiment réussir à mettre la pression sur le quarterback adverse, ou en tout cas pénétrer dans le backfield offensif adverse. Très clairement, Quinnen Williams a montré qu'il a cette capacité, et ce qui a été encore plus impressionnant tout au long de la saison, c'est qu'il a été capable sur le front 3 d'Alabama d'être un defensive end 34, mais aussi en fonction des situations, d'être un excellent nose tackle. C'est-à-dire qu'il peut parfaitement gérer les duels en homme à homme, mais il est aussi parfaitement capable de libérer des brèches quand il se retrouve en double team. Et ça, c'est quelque chose qui est malgré tout une denrée rare, parce que même si cette classe de lineman défensif, elle est hyper impressionnante avec beaucoup de profondeur, il n'y a pas forcément des profils aussi polyvalents et surtout aussi efficaces dans autant de compartiments de jeu que ce que peut apporter Quinnen Williams sur le papier. C'est un peu le prototype du defensive tackle moderne, quoi. Exactement, c'est ce qu'on a vu lors du combine, c'est des linemen défensifs qui courent sous les 5 secondes sans trop de problèmes, et en effet qui sont capables d'être à la fois physiques, de conserver le physique, tout en ayant une rapidité assez bluffante, notamment dès le snap. À quel niveau, d'après toi, il va être sélectionné ? Alors, à quel niveau derrière le premier quarterback qui sera sélectionné ? Parce qu'on sait très bien comment ça se passe. C'est que vous avez passé des mois à nous dire que les quarterbacks sont moyens, mais on sait très bien qu'il y a une équipe qui va se précipiter dessus, au moins sur le premier, voire le deuxième choix. Est-ce que Quinnen Williams sera le premier joueur sélectionné derrière un quarterback ? Honnêtement, s'il n'y a pas de surprise, forcément, cas de blessure ou je sais pas, je prends des exemples un peu farfelus, mais voilà, type détection détection cardiaque un petit peu bizarre comme on a pu voir ces dernières années, ce qu'on lui souhaite pas bien entendu. Honnêtement, ou s'il allume pas un joint pour annoncer sa retraite. Oui, pourquoi pas aussi. Mais non, pour moi il doit sortir top 3. Franchement, 3. C'est je pense que dans les boards des équipes, là encore une fois, c'est ma préférence personnelle. Pour moi, il est 1 ou 2, je pense, sur chaque board des différentes équipes. Et donc, je me suis pas mis devant le nez le top de la draft actuelle, mais tu le verrais bien chez qui, du coup ? Si je regarde là comme ça, c'est un petit peu l'énigme, mais je trouve qu'Arizona, il irait très très bien. Surtout qu'Arizona va repasser sur un front 34, va avoir énormément de besoins sur la ligne défensive. Et comme je le disais, avec un Quinnen Williams qui peut abattre pas mal de boulot, ça peut permettre, on va dire, sans recruter d'énormes stars à ses côtés, déjà d'avoir une ligne défensive assez dissuasive. Donc Arizona, ça me paraît quand même une assez bonne solution.
Bon, et puis derrière, il y a San Francisco ou les Jets qui seraient pas contre, a priori. Ouais, ou Tampa également, parce que là aussi ça a passé sur de la 34 avec éventuellement des besoins sur la ligne défensive. Mais déjà, ça reste un 5e choix. Donc, mais voilà, je pense que oui, même Oakland, 4e choix, San Francisco, pourquoi pas, pour l'associer à DeForest Buckner, t'as raison, ça peut tenir la route. Il y a clairement énormément de possibilités et voilà, ce sera un problème de riche à gérer de la part des équipes qui sélectionneront haut lors de la draft. Bon, il va pas rester longtemps. Ce garçon, numéro 2, Nick Bosa, defensive end qui sort d'Ohio State. Il n'a joué que 3 matchs l'an dernier, mais il a eu le temps de cumuler 4 sacs quand même. 1m93, 119 kg, et c'est évidemment le frère de Joey Bosa. 3 matchs, 4 sacs. Je ne l'ai pas beaucoup vu jouer, mais je peux m'aventurer à dire que c'est un pur pass rusher. Oui, alors j'aurais pu le mettre dans les petits points faibles, les fameux red flags qu'aiment bien signaler les Américains, notamment d'un point de vue blessure. C'est vrai qu'il a manqué beaucoup de matchs cette saison, mais il a aussi manqué beaucoup de matchs pour se préserver. Il a manqué donc une partie du début de saison 2018 pour une blessure à l'abdomen, si je me rappelle bien. Et voilà, on va dire que pour préserver ses chances d'être sélectionné relativement haut, il s'est plus que préservé. Il nous a fait une Le'Veon Bell version college football. Il n'est pas le seul, on en parlera, mais... oui, il y en a de plus en plus. De toute façon, il suffit de voir les balls où les joueurs boycottent sans trop de soucis. Mais en tout cas, voilà, Nick Bosa a conservé quand même une certaine cote. C'est bien maintenu en forme, mine de rien, au cours de ces dernières semaines. Et sur le papier, alors je saurais pas dire, parce que j'imagine que tu vas peut-être me poser la question de savoir s'il est plus fort que son grand frère. Alors exactement. En tout cas, il est quand même aussi complet. C'est typiquement le type de defensive end qu'on recherche à l'heure actuelle. Capable d'être là encore hyper explosif dès le snap, d'être hyper rapide pour réussir à prendre le coin efficacement. Une panoplie de moves, je pense que c'est celui qui est le plus capable d'être réactif dans ce secteur-là, de s'adapter, on va dire, à la position et au placement de son adversaire. Et puis techniquement, il est très très propre aussi, donc c'est un defensive end qui va être très recherché, qui peut jouer sur 3 tentatives et qui, voilà, forcément sera pas simplement un headsetter chargé de bloquer contre la course, mais qui va être vraiment la principale, qui peut être en tout cas la principale menace. Un joueur très très recherché, et comme Quinnen Williams, je serais étonné qu'il passe au-delà du top 3 ou du top 5 de cette draft 2019. Bon, et donc là, les suspects sont les mêmes. À peu près toutes les équipes, de toute façon, en haut, auraient besoin d'un pass rusher de ce calibre. Donc, on va pas... encore une fois, je pense pas qu'il y ait un fit parfait. Ou alors, est-ce que San Francisco pourra rajouter un pass rusher justement de l'autre côté ? Pourquoi pas. Après, je trouverais que ça... Alors, ça, c'est que mon avis à moi, en l'occurrence. Mais je trouverais que ça ferait peut-être un petit peu embouteillage. Surtout s'ils espèrent que les autres se développent. Naïvement, peut-être que Solomon Thomas se développe un petit peu. Mais il peut éventuellement lui mettre quelqu'un de l'autre côté, c'est pas interdit. Les Jets, ça me paraît un point de chute intéressant, mais il faut voir s'il peut descendre en 3e choix. En tout cas, ça aurait de la cohérence, même si il faudra déterminer le système préférentiel défensivement des Jets. Moi, j'ai tendance à voir Bosa plus comme un defensive end 43. Maintenant, je l'ai dit, il a la vitesse, il a l'explosivité pour éventuellement passer en 34, mais son gabarit va peut-être pas l'aider en ce sens, donc ce sera quand même à surveiller. Numéro 3, Devin White, linebacker de LSU, 1m85, 109 kg, 13 matchs, 123 plaquages, 12 plaquages pour perdre, 3 sacs, 6 passes déviées, 3 fumbles forcés. C'est évidemment le linebacker le plus complet de l'année, sinon il ne serait pas en 3e position. Tout à fait. Alors, tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, et beaucoup d'analystes américains ne le sont pas. J'avoue que c'est très subjectif, ce classement de Devin White, parce que c'est vraiment un joueur que j'adore depuis qu'il a porté le maillot d'LSU. Tu parlais tout à l'heure de lineman défensif moderne. Là, on est typiquement dans le linebacker qui sait à peu près tout faire et qui est absolument, qui est détonnant. C'est un joueur. Le mot pour le définir, Devin White, c'est rapidité, explosivité, et c'est un joueur qui est globalement propre au niveau du plaquage et qui est vraiment pour reprendre la comparaison avec des joueurs d'LSU, c'est un Dion Jones en beaucoup plus fort. Selon moi en tout cas, c'est-à-dire que il va pas hésiter à blitzer constamment. Sur la poursuite, il est excellent. Son gros défaut, et je pense que c'est pour ça qu'il est pas mal descendu dans beaucoup de mock drafts, c'est peut-être son
son engouement, on va dire, son excès d'enthousiasme, si je peux parler ainsi. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un joueur qui va avoir tendance à beaucoup se fier à ses instincts et beaucoup se laisser aller et du coup, se faire un petit peu enfermer. Peut-être également bâcler certains plaquages encore une fois en se laissant aller un petit peu sur le blitz ou sur la poursuite. Et ça, c'est des choses qui vont être à corriger. La question du schéma préférentiel également. De par son gabarit, est-ce qu'il est capable d'avoir suffisamment de puissance, par exemple, pour évoluer sur un poste d'inside linebacker 34? Ce serait peut-être plus un middle 43, voire peut-être dans une 43 jouer linebacker côté faible. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui sait faire beaucoup de choses, il sait couvrir, et ça, c'est une chose qui est devenue prépondérante pour les linebackers en NFL. Et puis encore une fois, c'est un joueur qui sait plaquer, qui sait blitzer. Voilà, qui sait tout simplement être dissuasif et être potentiellement crédible sur 3 tentatives, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Je vais faire ça pour beaucoup de joueurs parce qu'on a pas mal d'auditeurs qui découvrent ces profils. Est-ce que tu as une comparaison NFL ? Moi, je te dis Deion Jones, ça me paraît pas mal. Deion Jones, oui. Vraiment avec une marge de progression qui me semble encore plus importante que le joueur d'Atlanta. Alors, je vais te demander souvent les comparaisons. Après, on est d'accord, il n'y a pas. Tout le monde est unique. J'ai pas potassé sur tout le monde en plus. c'est ça. Numéro 4, Josh Allen, pas le quarterback, le linebacker de Kentucky, 1m96, 111 kg. 13 matchs, 88 plaquages, 21,5 plaquages pour perte, 17 sacs, 4 passes déviées, 5 fumbles forcés, 1 bloc. Alors c'était sur un punt ou un kick-off ou un field goal, je n'ai pas vu sur lequel. Je pense c'est un... Pardon ? Je pense aussi. Alors c'est un outside linebacker en 3-4, si je comprends bien, et on est plus dans le pur pass rusher là. Alors ça, c'est une excellente question, Alain Mattei, parce que c'est justement on va dire le sujet qui m'enquiquine un petit peu sur Josh Allen. C'est un joueur extrêmement complet, comme on en a vu quelques-uns d'ailleurs sortir de la fac de Kentucky ces dernières années. C'est un joueur qui était principalement utilisé dans le front seven un peu hybride justement des Wildcats comme un edge rusher dans un système 34. Donc c'est un joueur qui est très grand, qui est très rapide, hyper explosif, qui lui aussi, j'allais dire en termes de move, c'est pas ce qu'il y a de plus développé par rapport à d'autres, mais bon, en tout cas, il peut s'en sortir physiquement également, il peut se montrer dissuasif, même si là encore, il y a un peu d'irrégularité selon moi à ce niveau-là. Il y a eu quelques matchs cette saison où physiquement, dans la très éprouvante sec, je ne l'ai pas forcément trouvé hyper habile là-dedans, mais en tout cas, c'est un joueur qui est extrêmement complet, c'est un leader d'équipe et c'est un joueur qui est parfaitement capable de mettre la pression. Hein. Il fait une saison à 17 sacs en 2018, donc je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur bilan de college football cette année, mais ça doit clairement pas en être loin. C'est pas mal déjà. C'est pas mal du tout, même quand tu vois la progression en plus, parce que c'est un joueur qui a pleinement explosé en 2017 et qui s'est pas caché cette année, qui n'a pas hésité à reprendre... à reprendre du leadership et à mener justement Kentucky à une excellente saison. Après, la question, en effet, c'est de savoir quel est son poste préférentiel. Alors pour certains, il sera outside linebacker 34. J'aurais quand même tendance, de par ce que j'évoquais, notamment certaines difficultés, on va dire, sur le duel physique. En fait, pour faire simple, je pense que selon moi, c'est un joueur qui est beaucoup plus à l'aise dans la prise d'espace que sur le duel en homme à homme. Et c'est pour ça que je le verrais peut-être plus en tant qu'outside linebacker 43, peut-être sur le profil d'un Denis Barr, d'un Van Miller à ses débuts, ce type de profil-là, plutôt qu'en tant qu'outside linebacker purement 34, où on va simplement, entre guillemets, lui demander de mettre la pression. Après, voilà, c'est un joueur qui sait courir, c'est un ancien receveur, donc il a cette aptitude à savoir presser, plaquer, couvrir. Donc là encore, ça coche toutes les cases, c'est un joueur qui sait à peu près tout faire en défense et je pense que ce sera un joueur de grand talent à l'échelon supérieur. J'ai une petite question naïve sur sa mobilité, sur les moves. Je vois qu'il fait 1m96, ça me paraît assez grand pour un linebacker, non ? C'est assez grand, mais en effet, je pense que c'est aussi ce qui peut jouer en sa défaveur, mais en tout cas, il a démontré une mobilité assez intéressante malgré tout. On le répète, hein, mais de toute façon, plus les années passent, plus on a affaire à des phénomènes physiques. Je pense qu'on va pas tarder à en évoquer un qui vous tient à cœur, à Raphaël et à toi, mais on a clairement
voilà, des joueurs qui, malgré leur carrure, malgré leur physique, sont parfaitement capables de faire plusieurs choses. Après, est-ce que Josh Allen sera capable, justement avec ce physique, de répéter efficacement les efforts et de se montrer, d'apporter suffisamment de vitesse, notamment pour prendre le coin et prendre à défaut le tackle adverse? Ça, pour moi, c'est encore une grosse zone d'ombre. En tout cas, tu as cité Anthony Barr, du coup je viens de vérifier, ils font exactement la même taille au centimètre près. Donc voilà, si vous cherchez à peu près le morphotype, Allen fait 1,96 pour 118 kg, Anthony Barr c'est 1,96 pour 112 kg, donc on est plus ou moins dans les mêmes standards. Un dernier mot sur Josh Allen, ou est-ce que tu le verrais bien, tiens? Ah bah, San Francisco, moi j'aimais bien. San Francisco, ça peut faire l'affaire parce que ça peut coller sur un poste d'outside linebacker 43 tout en permettant à San Francisco d'être plus performant contre la passe mais aussi contre la course. Numéro 5, toujours, je crois qu'on est que sur la ligne. Non, il y avait un linebacker, mais donc cinquième choix, en tout cas cinquième homme dans notre top 15, et quatrième lineman défensif, Rashan Gary, defensive lineman de Michigan, 1m96, 128 kg, 9 matchs, 44 plaquages, 7 plaquages et demi pour perte, 3,5 sacs, et tu le disais, 4,58 secondes sur 40 yards. C'est encore un défenseur terrifiant, c'est un lineman qui peut courir, quoi. C'est ça. Alors, il y a des petits points d'interrogation concernant Rashan Gary. Alors, lié à différentes choses. Il faut savoir qu'il a traîné quelques petites blessures, notamment à l'épaule, il me semble, cette saison, ce qui a un petit peu perturbé son exercice 2018. Et il n'a pas eu forcément, pour un joueur qui a été une star du recrutement de Michigan il y a 2 ou 3 saisons de ça, c'était le lycéen numéro 1 sélectionné par les Wolverines. Il n'a pas forcément eu l'impact qu'on espérait de lui, la production universitaire, on va dire, suffisante aux yeux des observateurs. Après, c'est là encore, je vais me répéter, mais c'est un panel qui est extrêmement varié, principalement utilisé du côté de Michigan comme un defensive end 34, un edge setter pur, mais qui, dans un système un peu hybride, pouvait être amené à être légèrement, on va dire, excentré et être un petit peu plus sur un rôle de pass rusher. Alors, on parlait du physique, en effet, c'est un joueur qui court le 40 yards très très rapidement. Après, là encore, j'ai du mal à sentir, malgré son physique vraiment impressionnant, cette force de la nature qu'il représente, j'ai du mal à sentir vraiment je sais pas comment je pourrais dire ça, mais un vrai engouement dans son jeu. On a l'impression que c'est un joueur qui va avoir quelques absences dans un match, mais quand il va être pleinement impliqué, ça va être très très compliqué de le stopper. Et c'est aussi pour ça que j'ai du mal à le voir descendre au-delà, notamment du top 10, parce que je pense que c'est un tel phénomène athlétique, c'est un joueur qui, quand il est pleinement concerné et quand il est surtout à 100%, arrive à faire le boulot. Ça, je pense que ça va plaire aux équipes NFL, et dans des fronts 34 qui sont de plus en plus nombreux en NFL ces dernières années, je pense qu'il va réussir à se faire sa place rapidement sur un front défensif. C'est pas hyper rassurant quand même quand tu dis qu'il n'y a pas l'air d'y avoir un engouement. Enfin, il est sur le talent pur, quoi. C'est ça, en fait. Alors, moi, encore une fois, c'est l'impression que j'ai. Mais on a l'impression qu'il se repose parfois un peu sur ses acquis. Et je le répète également parce que certains considèrent qu'il peut être un defensive end 43, on va dire classique. En termes de changement de direction, notamment en termes de mobilité, paradoxalement, il peut courir très vite en ligne droite. On va dire que s'il doit être réactif et trouver un plan B si sa pression initiale marche pas, il va pas forcément être le plus motivé, on dira. C'est pas, en tout cas, le plus fluide, et c'est ça qui va être à surveiller. Après, s'il tombe sur un bon coaching staff qui sait l'utiliser correctement, là, très franchement, ça peut être un joueur qui peut être régulièrement pro bowler en NFL. Bon, et les destinations possibles, alors c'est pareil, ça fait le 4e quasiment defensive tackle, ou le 3e, donc on va revenir un petit peu sur les mêmes destinations, mais le niveau auquel surtout tu le vois sélectionner, c'est un top 10, c'est un top 5? Je te le disais, après tout dépend de la position préférentielle qu'on lui attribue. Moi en l'occurrence, je le verrais encore une fois dans un rôle de defensive end 34, parce que c'est un joueur qui aura peut-être du mal à... Même s'il peut mettre la pression, c'est un bon technicien, ça je ne l'ai pas dit également au passage, mais c'est un joueur qui sait surtout ouvrir des brèches à ses coéquipiers, donc ça va être intéressant.
Après, oui, descendre en dessous du top 10, je serais quand même très très étonné. Meilleur des cas, peut-être 5e chez les Buccaneers, qui encore une fois peuvent avoir des besoins sur la ligne défensive. À côté de Gerald McCoy, ça aurait de la gueule. Costaud. Ça aurait de la gueule. Petit jingle, et parce qu'on a quand même livré le top 5. Le top 5, je vous le rappelle, Quinnen Williams, Nick Bosa, Devin White, Josh Allen et Rashan Gary. Grégory prend une petite gorgée d'eau. Nous, on passe sur un petit jingle et on termine ce top 15. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Et on est de retour donc après cette petite pause musicale pour la suite de notre top 15. Grégory, nous allons parler d'un joueur qui a beaucoup fait parler ces derniers jours, c'est DK Metcalf, receveur d'Ole Miss, 1m96, 108 kg, 7 matchs, 26 réceptions, 569 yards et 5 touchdowns de la saison dernière. Première question très évidente au vu de l'actu récente, est-ce que c'est un pur produit du combine ou est-ce que c'est un vrai receveur, vrai entre guillemets? Alors forcément, je sais que le Combine en a fait un petit peu une bête de cirque, si je peux parler ainsi, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui a des mensurations assez impressionnantes, et en effet quand il court le 40 yards, ça fait un peu froid dans le dos de voir un peu ce frigo en mouvement. Après non, il y a quand même du talent de ce qu'il a montré sur le terrain. Ce qui a joué en sa défaveur, c'est qu'il a notamment connu une blessure au cou au cours de la saison 2018, qui a écourté son exercice, et surtout qui pose quand même beaucoup de questions, parce que c'est pas entre guillemets une blessure classique, une blessure au cou, c'est quand même quelque chose qui peut occasionner des problèmes de durabilité. Et voilà, sur des duels constants, notamment avec des cornerbacks en presse qui vont pas se gêner pour le secouer un petit peu, même si y aura du répondant en face, ça peut quand même être quelque chose à surveiller au cours de sa carrière. Après, pour revenir un petit peu sur les coulisses de la manière dont est constitué le big board, il n'était pas forcément dans mon top 15 avant sa performance au Combine, et il a quand même, à mon sens, beaucoup rassuré de par justement ses qualités athlétiques. C'est un joueur qui sait parfaitement utiliser son corps, c'est pas uniquement une armoire à glace, il sait comment s'en servir, notamment justement sur la capacité de séparation, même si c'est pas forcément sa qualité première, il va être capable de s'adapter, on va dire, à son cornerback pour réussir à prendre le dessus et réussir à catcher le ballon. Et puis forcément, voilà, qui dit grosse pointe de vitesse et capacité justement de séparation, dit grosse menace sur le jeu profond. Donc c'est là-dessus qu'il faudra très clairement le surveiller. Après, il y a en effet des choses qui restent à polir. C'est un joueur qui était uniquement sophomore, donc joueur de deuxième année à sa sortie d'université. Donc c'est un joueur qui n'est pas forcément encore mature. Il y a des choses qui peuvent poser quelques questions. Je parlais notamment des tracés qui sont pas toujours hyper fluides. Mais alors, Vas-y. Je me permets de t'interrompre, parce que moi justement tu dis il y a des questions. Il ressemble à un mec que t'aurais détesté d'habitude, c'est-à-dire que il ressemble à un phénomène physique, c'est un avion de chasse sur 40 yards, il est tanké comme un frigo américain, très bien, mais tu me dis voilà, les routes c'est pas super, il y a aussi cette histoire... Ses mains aussi, ses mains sont pas toujours... Il peut avoir des drops un peu fâcheux en effet. J'ai l'impression que c'est John Ross à nouveau, et John Ross tu le détestais. Et je le vois pas aussi caricatural. Je pense que encore une fois, ses qualités premières peuvent lui permettre d'être un bon receveur sur menace profonde. Après, je pense que le panel peut être un petit peu plus varié. Sur le jeu intermédiaire, je pense que par rapport à ce que je disais, et justement, même si sur les tracés il n'est pas parfait, il y a quand même cette science du jeu, selon moi, cette capacité quand même malgré tout à prendre le dessus sur son vis-à-vis, qui sur les tracés intermédiaires et derrière justement sur les yards après réception peuvent être quand même assez redoutables. Après, si on en vient à la question des comparaisons, c'est un joueur en effet, c'est presque du kit ou double. Il y a des fois quand je vois ces vidéos, je vois du Dez Bryant, je vois du Josh Gordon,
Et c'est une comparaison qui revient assez souvent, et c'est vrai que des fois ça saute un petit peu aux yeux. Par contre, il y a des phases où je vois du Justin Blackmon. Et c'est là où il faut savoir sur quel profil tu vas tomber. Moi, j'en vois plutôt du Dez Bryant, et c'est pour ça que je le place aussi haut malgré tout dans mon big board. Parce que je pense qu'il a la capacité de devenir ce receveur numéro 1. Mais voilà, on ne peut pas non plus occulter le fait qu'il y ait énormément de zones d'ombre au niveau de son jeu et au niveau de cette classe de receveur en règle générale. Alors on en parle de cette histoire qui court très très rapidement sur le 40 yards, mais alors, par contre il est nullissime sur l'atelier des cônes. Alors on rappelle un peu, c'est un atelier où en gros il faut se baisser pour toucher des cônes, faire un petit tracé en étoile ou quelque chose comme ça. C'est ça. Un peu, ça évalue un petit peu la mobilité, le changement de direction. C'est ça, et là-dessus il est moins bon que Tom Brady si j'ai bien compris. C'est pas sa faculté première, mais voilà, c'est aussi. Je pense que c'est aussi ce qui joue en sa défaveur, notamment quand il faut faire des tracés et quand il faut réussir à prendre l'atout sur son vis-à-vis. Mais encore une fois, voilà, il joue sur d'autres qualités, sur des qualités de vitesse, on va dire, sur une bonne utilisation des mains, une utilisation intelligente des mains pour réussir à prendre de court son adversaire. Après, voilà, je le répète, c'est un joueur qui est encore loin d'être mature. Il y en a beaucoup dans cette classe, beaucoup de joueurs sophomores qui paraissent hyper talentueux, mais qui sont encore à polir. Et pour moi, DK Metcalf fait partie. Je suis étonné en fait, parce que c'est vrai que moi je l'ai pas vu jouer à Ole Miss, donc voilà, je caricature, mais quand on voit les temps du combine, j'ai l'impression que le mec en fait est un tank avec un moteur d'avion de chasse derrière, quoi. Donc c'est assez sur la maniabilité, bon, il y a des choses à revoir, mais par contre il peut aller très très vite, quoi. Donc c'est après. Voilà. Après pour être complet là-dessus, il y a une classe de receveurs, j'en parlais, qui pose des questions, qui est assez homogène, mais on va dire où on a du mal à trouver des joueurs complets. Et malgré tout, DK Metcalf, il a ce profil physique et complet qui peut manquer à un certain. Un Marquise Brown va être hyper rapide, mais sans forcément avoir le physique. Un Nkilari va être un peu dans le cas inverse. Là, on a vraiment un receveur qui a les composantes globales, et c'est aussi ce qui joue en sa faveur pour se faire sortir un petit peu du lot. Alors, on n'a pas parlé de l'inconvénient principal de DK Metcalf, c'est le fait qu'il pourrait mourir d'épuisement après 3 séries, puisque ce garçon a 1,6% de masse graisseuse. Alors là-dessus, comme ça, annoncé comme ça peut faire fun, hein. Wow, il est super en forme, c'est incroyable, etc. Sauf que c'est absolument pas sain d'avoir 1,6% de masse graisseuse. On rappelle que le corps a besoin de réserves graisseuses pour puiser des choses, de l'énergie, des choses comme ça. Donc normalement, si vous êtes très en forme, ça tourne autour de 10% de masse graisseuse, c'est déjà très bien. Les très très en forme, ça descend un peu plus bas côté bodybuilder, etc. J'ai compris, je me suis renseigné là-dessus. Et pour quelqu'un de normal, je crois on est autour de, je sais plus, 20%. Et si vous êtes un camembert, c'est 23%. Mais du coup, 1,6, apparemment, ça peut lui poser des problèmes de carence, de fatigue. J'ai même lu qu'il pouvait avoir des sautes d'humeur. Sans blague. Non mais honnêtement, alors j'y connais pas grand chose, je suis pas un spécialiste du domaine. Il me semble quand même avoir aperçu qu'il y avait quelques légendes urbaines quand même. Ouais, que c'était un petit que ça, voilà, c'est pas non plus hyper étonnant, mais je pense que 1,6 c'est peut-être un poil exagéré. Le mec, je dirais pas qu'on a oublié la virgule, mais bon. Ouais, déjà s'il est autour de 10%, c'est bien. Un homme qui n'est assurément pas à 1,6% de masse graisseuse, c'est notre numéro 7, Ed Oliver, defensive tackle de Houston, 1m91 pour 132 kg. On est d'accord qu'avec des mensurations de ce genre, tu n'es pas à 1% de masse graisseuse. Il a joué 8 matchs l'an dernier, 54 plaquages, 14 plaquages pour perte, 14,5, 3 sacs de passes déviées, un fumble forcé. Il a évité le ball game de son équipe. On en a parlé un peu plus tôt dans l'émission. Donc ça, c'est déjà un joueur qui a le sens du business. Il a dit, je joue pas le dernier match pour éviter une blessure. Sauf que lui, il a aussi eu une embrouille avec son coach. C'est déjà moins la partie business. Il a aussi eu une blessure au genou. Voilà, il a aussi eu une blessure au genou. Donc j'attaque sur un angle assez négatif. Ça fait quand même pas mal de drapeaux rouges et pourtant tu l'as 7ème. Donc il doit être très très fort. Oui, on en a longtemps parlé comme un potentiel premier choix de la draft l'année dernière. C'est un joueur qui était très très coté également à sa sortie de lycée et qui avait surpris tout le monde, notamment en rejoignant une petite fac, en tout cas une fac qui ne fait pas partie des principales conférences universitaires, à savoir Houston. Et on s'est aperçu quand même, alors il y a eu du changement de coaching staff, il y a peut-être des choses qui ont joué également en sa défaveur, mais on a la sensation qu'au fur et à mesure des mois, je parlais tout à l'heure de Rashan Gary, il me semble, on sent qu'il est peut-être tombé également un petit peu dans la facilité.
Il s'est peut-être un peu embourgeoisé. Et du coup, c'est vrai que ça a pu donner quelques scènes un petit peu épiques où il s'en prenait notamment à son head coach parce qu'il ne faisait peut-être pas suffisamment jouer, parce que selon lui, il gérait pas forcément au mieux son retour de blessure. Ce avec quoi je suis pas forcément en accord, parce que tu le disais, c'est quand même une blessure au genou. Alors il a manqué que 4 matchs cette saison il me semble, mais c'est quand même pas quelque chose à prendre à la légère, surtout pour un joueur aussi jeune et qui, tu le disais, est quand même assez carré quoi. Donc et pour un joueur qui est assez petit, et ça c'est quand même quelque chose, alors je sais plus exactement combien il fait, mais ça c'est 1,91 petit. Pour un lineman défensif, c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant. Pour situer à nos lecteurs, c'est la taille de Tony Parker. Bah oui, voilà. C'est le premier qui me vient à l'esprit quand on dit 1m91. Il fait 1m91 Tony Parker. Ouais. Dis donc. Très bien. Bon, en tout cas, parenthèse sur le sujet. Non, voilà, ça reste relativement petit. Pardon, attends. Vas-y. Je viens de vérifier, il fait 1,88 Tony Parker, j'ai dit une bêtise. Ah ouais, bon, ça reste très grand quand même. Hein. C'est pas mal. On va pas non plus dire n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui joue en sa défaveur. Ça lui permet quand même, malgré tout, d'avoir un centre de gravité qui est assez intéressant, notamment pour les duels en 1 contre 1. Ça fait partie également de ces linemen défensifs qui sont assez habiles sur le pass rush, qui ont une parfaite capacité de pénétration et surtout une explosivité impressionnante sur le premier pas. Ed Oliver fait partie de ces joueurs-là, et voilà, et ce qu'on recherche de plus en plus, c'est en effet des linemen défensifs qui sont versatiles et qui sont capables de mettre la pression sur des quarterbacks dans une ligue qui passe de plus en plus. Ed Oliver a des points d'interrogation, mais en tout cas répond à cette problématique, et c'est aussi en ça qu'il conserve une certaine cote aux yeux des scouts NFL. Je vais me permettre de relever, je fais un peu le professeur, mais tu as fait une petite liaison dangereuse, ou alors tu te moques vraiment de sa taille, mais tu as dit en 1 contre 1, donc il est quand même pas nain, tu vois, genre je sais qu'il va être contre des linemen offensifs qui sont assez grands, mais en 1 contre 1, c'est quand même, voilà. C'est un peu compliqué. J'espère que je l'aurais pas vécu. Je pense pas. Ed Oliver, tu penses qu'il part à quel niveau de la draft du coup ? Alors tu le disais, c'est vrai que malgré tout, ça ressemble également à un pari. Il y en a pas mal, mine de rien, dans cette draft, entre les joueurs qui sont relativement jeunes dans leur cursus universitaire et ceux qui n'ont pas forcément produit comme il fallait. Je pense quand même que de par le prototype physique du joueur, il devrait quand même sortir en début de premier tour. Je serais étonné qu'il passe le 16e choix par exemple. Très bien, il sera dans le top 15, donc comme chez nous. Numéro 8, Christian Wilkins, defensive tackle, Clemson, 1m93, 143 kg, 15 matchs, 50 plaquages, 15 plaquages pour perdre, 6 sacs, 2 passes déviées, 1 fumble forcé, 1 bloc, et 2 touchdowns au sol. Il est polyvalent, il va chez les Patriots. ça je sais pas. Va falloir, voilà, c'est mon analyse draft. Pour eux qui descendent au 32e choix. En tout cas, c'est un joueur que j'aime beaucoup. On va pas se mentir, les Tigers, qui sont champions universitaires en titre, faut-il le rappeler, ont pu compter sur une grosse ligne défensive ces dernières saisons, avec notamment Clelin Ferrell, avec Dexter Lawrence, dont on sera amené à parler au cours des prochaines semaines. Mais pour moi, Christian Wilkins, c'est vraiment le régulateur de cette ligne défensive, le leader incontestable, et c'est vrai que c'est un joueur qui reste extrêmement complet et surtout extrêmement polyvalent. C'est un joueur qui est principalement defensive tackle, on va dire 43, mais qui peut être un defensive end 34, qui dans la NFL moderne peut être amené justement et on l'a vu de temps en temps à Clemson dans ce rôle-là, être un defensive end 43, un peu plus focalisé sur le jeu au sol. Donc c'est un joueur qui est parfaitement capable de vraiment dépanner sur plusieurs positions, et je le disais encore une fois, de faire tout ça avec efficacité, impressionnant athlétiquement parlant, un bon centre de gravité là également. Après au niveau de ses défauts, j'en vois pas énormément. Il y a forcément la question de la ligne défensive, de l'impact, on dira, des joueurs autour de lui. Ce sera pas le seul pour qui la question va se poser du côté de Clemson. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est pas forcément aussi impressionnant que d'autres sur le papier, mais qui, selon moi, est un top 10 talent de cette draft et qui sera à surveiller, parce qu'il y a une éthique de travail et surtout une productivité sur le terrain qui est assez intéressante et bluffante. C'est un technicien hors pair, donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui me font dire que il sera peut-être pas top 10,
Il est dans mon top 10 personnel, mais j'aurais du mal à le voir quitter peut-être le top 12, voire le top 15, qui descendent plus bas, je serais quand même très étonné. C'est pas toujours facile de faire de figurer un peu les linemen pour les gens qui les ont pas vus jouer. Tu aurais une comparaison NFL pour Christian Wilkins? Non, je t'avoue, j'ai pas potassé là-dessus. Je dois réfléchir encore, mais franchement, ça va être du très très solide. Je pourrais te dire un Fletcher Cox, mais j'en suis même pas sûr. En tout cas, il peut avoir ce profil-là. Allez, on continue à remonter la ligne. Brian Burns, defensive end de Florida State, 1m95, 98 kg, 12 matchs, 52 plaquages, 15,5 au niveau des plaquages pour perdre, 10 sacs, 3 passes déviées, 3 fumbles forcés. Il lui restait une année possible à la fac. Est-ce qu'il est prêt? Il m'a l'air prêt. En tout cas, c'est un joueur qui grimpe au fur et à mesure des semaines, on dira, dans les différents boards des équipes NFL. Là, pour le coup, autant je parlais de Christian Wilkins qui, au niveau de la défense de Clemson, était quand même assez bien épaulé. On peut pas vraiment dire que ce soit le cas du côté de Brian Burns, qui notamment ces 2 dernières saisons du côté de Florida State a été absolument tout seul dans la défense des Seminoles et qui pourtant a pratiquement tenu à bout de bras cette défense floridienne. Donc honnêtement, qu'il parte une année avant sa fin d'éligibilité, c'est pas ce qui me choque le plus. Alors, il a, on dira, les inconvénients qui vont avec certains avantages, en ce sens que c'est un joueur qui peut être là aussi extrêmement polyvalent. Il a un physique assez atypique, assez longiligne, qui lui permet à la fois de pouvoir être un defensive end 43 ou un outside linebacker 34 à l'échelon supérieur. Par contre, en l'occurrence, il y a des... comment je pourrais dire ça, c'est un joueur qui a quand même quelques points d'interrogation, notamment d'un point de vue puissance, et c'est ce qui va être à surveiller, et ce qui va être capable de réussir à faire la transition, parce qu'il était en effet, il joue beaucoup sur la vivacité, sur notamment une bonne panoplie de moves. Ça aussi, c'est à mettre à son crédit en l'occurrence. C'est un de ceux, peut-être avec Nick Bosa, qui est le plus établi là-dedans. Après, il y a peut-être également le jeu au sol qui peut poser question. C'est un joueur qui doit apprendre à finir ses actions, peut-être, selon moi. Ce qui peut peut-être, selon moi, reconditionner la possibilité d'en faire un outside linebacker 34. Mais après, il est extrêmement complet, et si on arrive là encore à le placer dans le système qui va réussir à le faire performer, pour moi, ce sera également un pro bowler assez régulier. Une petite comparaison, t'as ou pas? Je t'ai dit, j'ai du mal chaque année avec les comparaisons. Écoute, je ne demande plus, et si t'en as une, tu me la je retravaillerai ça d'ici la preview, je te le promets. Mais voilà. Numéro 10, pour boucler le top 10, c'est Jonah Williams, offensive tackle d'Alabama, 1m96, 137 kg. Est-ce qu'il sera tackle aussi en NFL? Parce que c'est une question que j'ai beaucoup vue en préparant. Tout à fait. Alors, c'est vraiment le lineman offensif dans la plus pure tradition des tackles d'Alabama. C'est-à-dire, là pour le coup, c'est encore une armoire à glace. C'est un joueur qui joue beaucoup sur la taille, la force physique et la technique en règle générale. Il a subi très très peu de pression du côté de cette équipe d'Alabama. Et là, quand même, on peut voir la différence, c'est qu'on avait tendance à un petit peu cataloguer, je dirais, les linemen du Crimson Tide comme des joueurs exclusivement spécialisés sur le jeu au sol. Jonah Williams, en l'occurrence, a été très efficace sur le jeu au sol. Après, il a quand même vu du côté d'Alabama un jeu beaucoup plus axé sur la passe, notamment avec Tagovailoa. Donc, en l'occurrence, ça lui a permis quand même de se faire ses classes, on dira, sur le jeu à la passe. Après, voilà, il y a quand même encore cette question de la mobilité, des déplacements latéraux, on dira, pour vraiment savoir s'il sera capable de contenir sur toute la durée d'un match un pass rusher assez vif. C'est pas encore sûr et certain. Il y en a qui le catégorisent déjà comme un futur garde ou centre. Je sais pas, on était également sceptique sur un Cam Robinson il y a quelques années, qui a finalement réussi, malgré sa blessure de l'année dernière, à devenir un tackle côté aveugle du côté de Jacksonville. Donc je demande à voir, c'est un potentiel très intéressant depuis son arrivée sur le campus de Tuscaloosa.
Donc au pire, il peut devenir un tackle côté droit, mais je ne serais pas forcément catégorique sur le fait que ce soit à terme un lineman intérieur. Numéro 11, TJ Hawkinson, tight end d'Iowa, 1m96, 104 kg, 13 matchs, 49 réceptions, 760 yards et 6 touchdowns. C'est un joueur qui aurait aussi pu rester une année de plus à la fac. Visiblement, il a pris la... Même 2, d'accord. Oui, mais il est sophomore. Ouais. D'accord, visiblement, il a pris la bonne décision de partir puisque tu le considères prêt. Oui, alors c'est encore une fois, ça fait partie de ces grands talents. TJ Hawkinson, pour moi, c'est presque le petit surdoué de la classe. C'est-à-dire que c'est un joueur qui était attendu comme un simple remplaçant du côté d'Iowa et qui est devenu vraiment la vedette de l'attaque des Hawkeyes avec l'autre tight end dont on va parler tout à l'heure. Le spoil. C'est ça. Et du coup, alors j'en profite parce que la classe de tight end n'est pas extraordinaire cette année. On va le dire tout de suite, on avait beaucoup d'espoir, mais sur le papier, elle n'est pas impressionnante. Après, il y a quand même 2 joueurs d'énorme talent et TJ Hawkinson en fait partie. C'est ce que j'allais dire, pas impressionnante, mais 2 joueurs dans le top 15, c'est déjà pas mal. Oui, c'est ça, on est d'accord. Mais c'est un excellent bloqueur. Techniquement, il y a quand même très très peu de choses à jeter. Et puis c'est un joueur qui s'est révélé avec d'excellentes mains également. Il n'a pas la productivité, je dirais, qu'ont pu avoir d'autres tight ends durant leur cursus universitaire, mais dès qu'on est dans des moments chauds et dès qu'il faut catcher des ballons, il sait le faire, et surtout il sait être efficace sur n'importe quel secteur de jeu. Donc c'est vraiment le tight end moderne par excellence, peut-être un tout petit peu frêle pour la position. Alors c'est paradoxal, je sais plus combien il fait, je crois qu'il fait 104 kg. 104 pour 1m96. Voilà. Encore une fois, ça fait un peu rigoler, mais il y a des tight ends qui généralement sont un peu plus tankés, on dira. Il y a peut-être d'autres exemples. Je sais que moi, la comparaison que j'avais prise d'un point de vue physique, c'est peut-être un Hunter Henry. Je pense qu'il est un petit peu dans ce profil-là, mais ça peut devenir un joueur encore plus fort. Il me fait également... Enfin, ça peut devenir, pour reprendre l'exemple avec un autre tight end sorti d'Iowa qui a été très productif cette année, ça peut être un George Kittle, qui en termes de yards à la réception peut être hyper efficace en apportant en plus cette plus-value sur les blocs et sur l'ouverture de brèche. Et pour indication, Henry est à une dizaine de kilos de plus pour l'instant. Voilà. Numéro 12, de toute façon, je te coupe, mais je pense qu'il prendra quand même un petit peu, ça m'étonne qu'il le laisse. Avec ses capacités de bloc, je pense qu'il y a peut-être qu'un Evan Ingram qu'on avait laissé un petit peu à son poids initial, mais parce que voilà, après c'était de notoriété publique, il était surtout efficace à la passe. Il sera bien nourri, il va avoir un vrai contrat, il va pouvoir se payer un chef et tout ça, donc quand même. Numéro 12, Jawan Taylor, offensive tackle de Florida, 1m96, 149 kg, c'est notre deuxième lineman offensif. Est-ce qu'il doit encore progresser en termes de maturité et de technique ? Ça semble être un prospect assez physique d'abord. Oui, exactement. Tu as souligné quelque chose d'intéressant dans le sens où sa technique me paraît pas encore parfaite. Il n'y a pas une utilisation... des mains excellentes, et ça c'est sûr que pour un joueur là encore qui est amené à devenir aux yeux de beaucoup d'observateurs un tackle d'envergure en NFL, ça pose quand même quelques questions si on doit tenir en respect là encore des pass rushers sur une base régulière. J'ai du mal à le voir devenir un tackle côté aveugle. Par contre, ça peut être un excellent tackle droit. Il a le physique, il a quand même une bonne capacité de déplacement et une mobilité qui peut lui permettre notamment sur le jeu au sol d'être efficace. Après, voilà, je pense que c'est un joueur qui lui aussi s'est révélé un petit peu sur le tard. Je pense qu'il y a des choses qu'il doit encore apprendre, et même si la technique et notamment le sens du placement, c'est pas des choses qui s'apprennent en un claquement de doigts, mais en tout cas c'est un je sais pas comment je pourrais dire ça, mais voilà, c'est un joueur c'est un scientifique, c'est un étudiant du jeu, on dira, et quelqu'un pour qui je me fais pas trop de soucis. Je pense que c'est pas le genre de joueur qui va arriver en se disant que tout est acquis et qui se remettra pas en question. Donc il y a du potentiel. Après là encore, ça fait partie encore une fois de ces nombreux paris du premier tour.
Numéro 13, Clelin Ferrell, defensive end de Clemson. On a parlé d'un de ses coéquipiers de ligne tout à l'heure. 1m93, 120 kg pour Clelin Ferrell. 15 matchs, 54 plaquages, 19,5 au niveau des plaquages pour perte, 11 sacs et demi, 4 passes déviées, 3 fumbles forcés. C'est donc Clemson, encore une fois, un champion. Il connaît les gros matchs, il connaît les grosses ambiances. Ça fait un moment qu'il est titulaire en plus. Il a beaucoup d'expérience parce que je me rappelle l'avoir vu pour le coup à l'époque où j'avais un peu suivi la NCAA. Donc Clelin Ferrell. Est-ce que c'est un choix plus sûr du coup avec toute cette expérience de titulaire et de jeu? Oui, bah c'est un joueur, là pour le coup je parlais de joueurs qui sont pas assez matures, c'est sûr que Clelin Ferrell, ça fait 3 années où il est titulaire quasiment à temps plein du côté de cette défense de Clemson, et même si cette dernière saison, sur certains matchs, je l'ai pas trouvé aussi impressionnant que j'avais pu le voir avant, peut-être que lui aussi également en gardait un petit peu sous le pied, c'est possible. Mais en tout cas c'est un joueur assez détonnant. Lui pour le coup il a sûrement un des meilleurs premiers pas de cette classe, et on sait que sur le poste de pass rusher c'est quelque chose qui est extrêmement recherché, de par son gabarit, sa taille également. Ça peut surtout être un defensive end 43. Après, pour être un outside 34, ça ferait pas forcément tâche. Encore une fois, il a la vitesse et l'explosivité pour réussir à compenser tout ça. C'est un bon technicien également, c'est-à-dire que avec des panoplies de moves qui restent assez solides. Donc en l'occurrence, il arrivera malgré tout à avoir cette réflexion, cette réactivité, on dira, en fonction des événements pour réussir à mettre la pression sur le quarterback adverse. Sur ces quelques défauts, la question sur l'impact de son entourage, on dira du côté de Clemson, et puis peut-être également malgré tout... Attends, ça veut dire quoi l'impact de son entourage? Non mais par rapport aux joueurs qui l'entouraient, oui, c'est la même problématique que Christian Wilkins. Après, c'est vrai que d'un point de vue physique, on l'a vu des fois un petit peu en difficulté. Et c'est aussi peut-être ce qui peut expliquer certaines performances en demi-teinte dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est un joueur qui a la vitesse, qui techniquement est quand même assez propre. Après, est-ce que physiquement, on dira, il arrivera à mettre pleinement la pression sur le quarterback adverse? C'est toujours la zone d'ombre un petit peu avec ces defensive ends de Clemson qui sont globalement talentueux en sortant de college football. Mais si on prend les exemples de ces dernières années, on a du Vic Beasley qui a été quand même assez régulier durant sa carrière pro, pardon. Et puis on a aussi et surtout du Chuck Mason ou du Kevin Dodd. Donc ça peut être très bon, ça peut être cohérent sans plus, et ça peut être assez désastreux. Là encore, il va falloir trouver son meilleur point de chute et sa meilleure utilisation. Tiens, chez qui tu le verrais? Je pense que si Détroit est intéressé, ils peuvent éventuellement loucher sur lui. Après, je te le dis, moi j'ai cette interrogation, je le vois plus sur un front 43. Après, il y a peut-être des arguments, des attraits que j'ai pas suffisamment identifiés chez lui pour le voir peut-être plus versatile qu'il n'est vraiment. Noah Fent, joueur de Iowa aussi, tight end, donc le deuxième, et je vous dis ça au moment où je vois des news NFL qui tombent en même temps. Noah Fent, donc tight end d'Iowa, 1m96, 109 kg, 12 matchs, 39 réceptions, 519 yards et 7 touchdowns. C'était un collègue de Hawkinson, donc lui est moins bon sur les blocs, il semble moins complet. Ouais, il semble, seulement parce que on va dire qu'il n'est pas aussi impressionnant. Il dégage pas la même facilité, je dirais, qu'Hawkinson. Et il est plus dans justement le côté la qualité athlétique et dans la mobilité, très clairement. Je prenais l'exemple d'Evan Ingram tout à l'heure pour expliquer que c'est rare les tight ends qui restent au poids relativement frêle qu'ils ont à la sortie de l'université. Noah Fant peut être exactement dans ce profil-là. C'est-à-dire que même s'il est bien meilleur sur le bloc selon moi, ça va être une grosse menace sur le jeu aérien. Mais ça restera un joueur complet. Encore une fois, les tight ends qui sortent d'Iowa, c'est des tight ends à qui on apprend la technique du bloc. C'est une fac qui est extrêmement spécialisée là-dedans, avec notamment Kirk Ferentz qui est un disciple de Bill Belichick. Donc le côté rigueur, le côté technique, c'est quelque chose qui est martelé. Et même si Noah Fant a perdu sa place de titulaire indiscutable vis-à-vis d'Hawkinson, ça n'en reste pas moins un gros talent et un potentiel premier tour et un titulaire plus que crédible en NFL dans les prochaines années.
Le dernier membre de notre top 15, c'est Garrett Bradbury, un centre de NC State, 1m88, 136 kg. Il était tight end au lycée. Ensuite, il a mangé beaucoup de choc à pic et de Nutella. Il s'est un peu épaissi. Maintenant, il est centre. Complet, apparemment. Qu'est-ce que tu lui trouves de plus qu'aux autres centres de cette QV ? Bah écoute, t'en parlais. Le fait que ce soit un ancien tight end, il a rien perdu de sa mobilité. Et je vais rien t'apprendre, on voit que la grosse tendance des linemen offensifs ces dernières années, c'est d'être hyper mobile, d'avoir une faculté à décrocher et à être hyper agressif vis-à-vis des défenseurs. C'est quelque chose qui est très recherché et Garrett Bradbury représente clairement ça. Ce qui me paraît quand même un peu moins évident chez certains autres linemen offensifs. Je pense notamment à Cody Ford d'Oklahoma, qui paradoxalement est très 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 bon aussi, mais qui a peut-être pas cette mobilité que possède Garrett Bradbury et globalement cette technique qui est assez qui me paraît plus que solide. Alors en effet, il a pris du poids. Physiquement, c'est pas celui qui m'impressionne le plus dans cette classe. Si je prends l'exemple de Dalton Risner à Kansas State, il est peut-être un petit peu moins dans cet état d'esprit-là. Mais en l'occurrence, voilà, c'est en effet très complet et surtout un joueur qui va être... là aussi, c'est un des traits que j'aime beaucoup. Il va plus être actif que passif. Et ça, en effet, c'est quelque chose qu'on recherche beaucoup en NFL. C'est les linemen qui savent imposer le respect plutôt que de tenir en respect leur vis-à-vis. Et bien voilà pour le top 15 de la draft selon Grégory Richard. Je sais que ça va être polémique parce que là il va y avoir des tas de gens qui vont refaire le match et un tel il ne devrait pas être dans le top 15. Évidemment c'est une base indicative, évidemment on est ouvert au débat et il y aura d'autres émissions pour compléter tout ça et pour parler de tous les autres prospects. Ne vous inquiétez pas, on va essayer d'oublier le moins de personnes possible et surtout ce sera complété avec les fiches draft puisque ça va commencer très bientôt. Ça a commencé au moment où vous écoutez cette émission sur le site. Il y a 2 fiches draft par jour, il y a eu le top 100 dimanche, il va y avoir des mock drafts, enfin il se passe beaucoup de choses et on remercie Grégory qui gère la rubrique draft. Tu es chef de rubrique draft un petit peu chez TDA et donc tu es aidé quand même cette année par Jean-Michel, par Mehdi et par Kevin toujours. Et par Kevin, tout à fait. Et par Kevin Zermatten. Voilà donc pour le top 15 et on se quitte avec vos questions. On ne s'est pas tout à fait fini. Petit jingle et questions. On termine donc cette émission avec vos questions. Grégory, quelques petites questions très précises. Et alors, je commence par celle de Dirty Fighter parce que je la trouve excellente. La NFL ajoute tellement de choix supplémentaires que 10 compensatoires de manière plus ou moins aléatoire à des équipes, une trentaine, et tellement de joueurs non draftés sont testés. Est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt intérêt à ajouter un 8e voire un 9e tour à la draft ? Pourquoi pas, moi c'est pas ce qui me dérangerait dans le fond. Après c'est sûr que les choix compensatoires et du coup des choix supplémentaires, c'est pas tout à fait la même chose parce que les choix compensatoires, ça récompense malgré tout justement le fait qu'on construise via la draft. Si tu laisses partir des joueurs via la free agency mais que tu arrives à les remplacer par d'autres joueurs que tu recrutes à la source, on va dire, voilà, c'est pas illogique que tu sois récompensé via la draft. Après, encore une fois, oui, pourquoi pas rajouter quelques tours, surtout quand on voit que les rosters sont encore plus impressionnants lors des camps d'entraînement. Bon, non, j'allais juste te dire, ça évitera justement la partie négociation avec les agents libres et ça permettra à d'autres joueurs d'être draftés et justement d'avoir ce contrat garanti, ce minimum garanti, on dira, par rapport à leur tour de draft. Après. Et ça ferait encore plus de boulot pour les analystes draft. Tout à fait. Donc, encore plus ce sera un beau bordel parce que du coup, 300, on sera à 350, 400 joueurs. moi, je dis, si tu dis à la NFL qu'ils peuvent rajouter un jour de diffusion, donc plus de pubs, plus de machin, ça peut se négocier. Moi, je suis pas sûr que c'est ce qu'on suivra le plus quand même, le 8e et le 9e tour. Ça commencerait à être long. Question de Papa Lions. Bossa a déclaré avoir donné une interview aux 8 premières équipes qui vont drafter lors du Combine. Voyez-vous un scénario possible, type quarterback, type proche sur les quarterbacks, même si celui-ci devient de moins en moins probable, qu'il fasse sortir du top 5. Ne trouvez-vous pas qu'il a une trop... Alors ça c'est autre chose. Bon, donc Bossa hors du top 5, ça te paraît improbable totalement ?
On a déjà vu des situations où les meilleurs joueurs apparents de la draft descendaient un petit peu. T'as eu un Leonard Williams par exemple qui était très bien considéré une année et qui est descendu en 6. Pareil pour Jamal Adams par exemple. C'est jamais sûr à 100%. Après là, honnêtement, Bosa, ça reste du pass rusher, ça reste quelque chose, ça reste presque le poste le plus important défensivement pour des équipes NFL. Donc même avec une course sur les quarterbacks et j'en vois pas 3 ou 4 être sélectionnés, je serais quand même très très surpris qu'ils descendent hors du top 5. Alors il demandait aussi, ne trouvez-vous pas qu'il y a une trop grosse hype sur Montez Sweat après son excellent combine et son très bon Senior Bowl? Certes le joueur est très bon, mais a-t-il vraiment le potentiel pour un top 10? Alors toi visiblement tu trouves pas qu'il est top 10 puisqu'il est pas dans le top 15. Alors je vais faire une confidence, bon, certains l'ont peut-être déjà vu, il est numéro 16. D'accord. Voilà, donc il est pas dedans, mais c'est pas un joueur que je néglige, loin de là. Alors, quel poste pour le situer? C'est un edge rusher. Edge rusher, et lui pour le coup du côté de Mississippi State, autant il y en a qui ont des points d'interrogation là-dessus, autant lui il a joué sur les deux postes de manière très efficace. Donc de toute façon, peu importe dans quel système tu le prends. Alors, je le verrai peut-être plus comme un outside linebacker 34. Mais je pense que globalement il sait tout faire et sur la dernière saison il l'a montré. Donc non, c'est... Après la question est quand même un peu bizarre parce qu'on nous dit est-ce qu'on en fait pas un peu trop alors que le mec a juste fait un bon combine, juste fait un bon senior bowl, il a fait une bonne saison. Donc bon, c'est un joueur qui reste qui est hyper athlétique, qui a quand même un physique assez dissuasif et un bon moteur comme on aime dire aux États-Unis. Donc il est capable de répéter les efforts. Très franchement, c'est pas le joueur qui me fait le plus peur sur cette classe de pass rusher, contrairement par exemple à un Jachai Polite à Florida qui est extrêmement déçu lors du combine. Montez Sweat, je pense que ça peut être une petite valeur sûre, mais ça on en reparlera sûrement lors d'un prochain podcast. Question d'Archie Manning, je sais que j'anticipe un peu, mais l'après-brise me fait très peur. Y aura-t-il des quarterbacks valables dans 1 voire 2 ans à la draft? Alors on va peut-être pas faire la preview dans 2 ans, mais on peut dire qu'il y aura Tua comment il s'appelle? Tagovailoa. Bon, bref. Non, mais l'année prochaine, il y aura du quarterback à ses côtés, du Jake Fromm, alors qui n'est pas exactement dans le même profil, mais qui peut être un nouveau Alex Smith. Et puis Justin Herbert, qui devait s'inscrire cette année et qui a préféré rester une année plus à Oregon, ce qui, je pense, est un bon choix. Et donc, le blondinet là, de Clemson, comment il s'appelle? Trevor Lawrence, mais lui, il pourra venir que dans 2 ans, vu qu'il n'était que freshman cette année. Donc il a encore 2 années à faire à la fac. Flo Raiders, Mac Mayock. Oui, il a encore un peu de temps. Flo Raiders, Mac Mayock n'est pas fan du combine et préfère évaluer les joueurs pendant l'intensité d'un match comme le Senior Bowl. Pensez-vous par conséquent que ce sont principalement des joueurs du Senior Bowl que John Gruden a dirigé qui seront choisis par les Raiders au moment de la draft? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que je suis pas en désaccord avec la politique de Mac Mayock, mais à partir du moment où forcément sur un Senior Bowl tu ne vois pas tout le monde. Oui. Voilà, tu peux pas les juger sur la même chose. Après, je comprends bien ce qu'il dit. C'est un peu ce qui m'embête un peu avec le combine, c'est que on a l'impression que certains font remonter complètement dans leur estime des joueurs qui ont fait des bonnes saisons ou pas, ou l'inversement. Enfin, j'ai l'impression que des mecs qui courent en slip pendant 2 jours, ça a beaucoup plus d'influence que 15 matchs qu'ils ont joués pendant l'année. Et des fois, j'ai un peu de mal à comprendre. Après, tu regardes pas forcément les mêmes choses. C'est sûr que le combine, forcément, ça va faire la part belle aux qualités athlétiques, au fait de courir vite, d'avoir une bonne mobilité, etc. Alors que forcément, le Senior Bowl, tu vas être beaucoup plus dans l'impact physique, dans le duel en 1 contre 1. Donc c'est sûr que voilà, c'est 2 profils différents. Ça peut être parfaitement complémentaire, mais c'est sûr que quand t'es pas senior, on va plus regarder le combine parce que forcément, t'as pas tout fait. Après, est-ce que le combine n'a pas ce truc qui rassure les observateurs de dire à la fac il était peut-être justement supérieur à une concurrence qui n'est pas NFL, alors que quand ils sont au combine on les compare avec des chiffres qui sont en dur, qui rassurent et qui sont contre des joueurs NFL quoi. De toute façon, mais ça c'est pareil, on en reparlera sûrement prochainement, mais le propre des scouts NFL c'est d'essayer de se rassurer et d'essayer malgré tout de prendre le moins de risques possible. Donc c'est sûr que je veux pas nous lancer des fleurs, mais c'est vrai que nous on essaie de pousser le raisonnement un tant soit peu sur les qualités et les défauts. Voilà, il y en a certains, je pense que leur fiche c'est il fait 6'4", 270 pounds, là ça va être un super joueur. Je pense que des fois malheureusement le raisonnement est pas poussé très très loin, et c'est aussi pour ça que le combine des fois est considéré de manière un petit peu exagérée selon moi.
Question d'Aurélien, salut la team TDS, qu'il ne serait pas une bonne idée pour les Patriots de drafter un quarterback pour le mettre derrière Brady 1 ou 2 ans selon la saison qui arrive, même si les quarterbacks cette année sont pas exceptionnels. On sait ce que ça peut donner. Est-ce qu'il y a, allez, juste un nom, donne-moi un mec pour les équipes qui ont besoin d'un quarterback 2e, 3e tour, comme aiment bien faire les Patriots, pour mettre sur leur banc. Un nom, 2e, 3e tour. Bah, si tu cherches un vrai projet, moi je me dis qu'un Daniel Jones, ça peut éventuellement se tenter. Genre de Duke. Après, je sais pas. Il y a un Drew Lock à Missouri qui intrigue, mais c'est vrai qu'il a quelques petites failles mentales. Et après, c'est vrai qu'il y a énormément de paris cette année. Donc voilà. Mais si je devais tenter peut-être un projet, un joueur vraiment à couver pendant 2-3 ans, peut-être que Daniel Jones, ça peut se voir. Twix Nation, hormis l'appel du pied des Jets pour descendre à la draft, quelles autres équipes vont faire de même, les Bucks ou les Rams? Si les Cards choisissent de descendre de leur premier choix, jusqu'où peuvent-ils descendre? Allez, un petit prono qui descend, tiens. On va faire ça sur le top 10. Qui descend dans le top 10? Arizona, San Francisco, Jets, Raiders, Buccaneers, Giants, Jacksonville, Détroit, Buffalo, Denver. Je pense que les Jets, c'est assez acquis, non? Ouais, peut-être. Bon, encore une fois, ça dépendra des circonstances et de qui Arizona prend, parce que manifestement, c'est une question qui fait la une de l'actualité en NFL ces dernières heures. Après... Tiens, on peut dévier là-dessus. Tiens, c'est le premier podcast où on parle de draft. Kyler Murray numéro 1, est-ce que tu y crois? Écoute, il n'y a plus rien qui m'étonne. Après, très franchement, j'espère pas. Moi, dans mon board perso, il est 41ème. Donc, si tu veux. Ouais. Voilà, c'est un choix à prendre. Encore une fois, de toute façon, c'est un joueur que tu mettras dans le système qui lui convient le plus. Bon, on aura le temps d'en reparler, mais voilà, ça me paraît un petit peu démesuré. Mais bon, c'est propre des quarterbacks. Pour finir avec les trade down, peut-être Jacksonville, voire Buffalo dans le top 10. Ouais. Ou Denver. Bah. Surtout s'ils signent Nick Foles, les Jaguars. Je continue à descendre les questions. Rob Bears, quels sont pour vous, parlons des 3 plus gros besoins des Bears à combler par la draft? Alors là, je vais faire simple, je vais renvoyer Rob Bears vers le papier War Room qui a été publié où il y a tous les besoins des équipes. Lit de place, salut la team. Selon vous, est-ce que ça vaut encore le coup de drafter des receveurs au premier tour? Depuis la draft 2014 avec Beckham, Landry, Evans et Watkins, les receveurs draftés au premier tour ont eu de très peu d'impact comme Kevin White, Laquan Treadwell, John Ross, Josh Doctson et d'autres. Cependant, Juju Smith-Schuster, Cooper Kupp, draftés après ont eu un impact immédiat, un coup bien plus intéressant en tant que GM. Que feriez-vous? En même temps, là, le lead de place, il nous donne les deux arguments, c'est-à-dire que Beckham, Landry, Evans, ça marche. Donc, non, mais c'est ça, c'est que, alors après, je le rejoins, c'est sûr que on a eu un petit peu un changement de phénomène où c'était plus les running backs qui reprenaient le devant de la scène, on dirait en college football ces dernières années, au détriment justement des receveurs. Après, on n'est pas à l'abri de retomber sur une draft comme celle qu'il évoque avec notamment Beckham et Evans. Donc là, il y a quand même du talent et surtout du profil vraiment différent. Marquise Brown, par exemple, et un nouveau Deshaun Jackson, c'est vraiment une pile électrique, un joueur qui est vraiment... Enfin, je pense qu'au combine, il se serait régalé parce que athlétiquement, c'est vraiment un phénomène. Il y a un Kelvin Harmon qui paye pas de mine, mais qui, je pense, va être un excellent receveur de possession à l'échelon supérieur. Il y a quand même des joueurs qui, s'ils sont choisis au premier tour, peuvent être quand même des choix intéressants. Et heureusement qu'on va pas repartir sur un phénomène comme ça ad vitam aeternam. Mais la question peut se poser quand même de par le fait, comme je disais, que la classe reste relativement homogène. Et puis après, des Julio Jones, des DeAndre Hopkins, tout ça c'est premier tour, hein, donc on est d'accord. Si le bon mec est là. Dernière question, c'est Dijon Niners. Salut la team, question simple pour les Niners. Meilleur choix sur le papier pour les Niners en deuxième pour la défense 4-3. Bossa, Josh Allen, Quinn Williams. La réponse D. Trade down pour plus de picks, c'est Burns ou Sweat. Entre parenthèses, va le tirer un top 15. Et F. Obi-Wan Kenobi. Donc Bossa, Josh Allen, Quinn Williams. Pour les Niners. Les 3, ça me paraît pas mal. Moi, je le disais tout à l'heure, Josh Allen, j'aime beaucoup pour leur système. Après, franchement, si tu prends Bossa en 2, est-ce qu'il y a vraiment de quoi être scandalisé? Si tu mets Williams à côté de Buckner, est-ce qu'il y a vraiment de quoi être perturbé? Non, très franchement, là encore, s'ils ont la possibilité de prendre un de ces 3-là, Bossa me semble le besoin prioritaire dans le sens pass rush. Après, Josh Allen me semble le fit qui correspondrait le mieux peut-être à cette défense des Niners. Et puis on termine du coup parce que les Niners sont en 2, ils seront derrière a priori celui qui va sélectionner Kyler Murray, et Dijon Niners disait donc qui va craquer, Cards ou Raiders. Sur le quarterback? Ouais. Je sais pas lequel serait le plus bête, celui qui a Josh Rosen ou celui qui a déjà Derek Carr d'ailleurs. Oui, non mais après je te dis, on en a fait un petit peu toute une montagne sur Arizona.
Kyler Murray. Cette déclaration de Kingsbury sur Murray, alors que Kingsbury n'était même pas encore head coach des Cards à l'époque. Donc on fait un petit peu monter la sauce. C'est sûr que Arizona joue un gros coup. Après, très franchement, il y a énormément de besoins dans cette équipe d'Arizona. Et même si tu peux récupérer potentiellement un 3e tour pour Josh Rosen, voilà, t'as tenté le coup l'année dernière. Vous en parliez lors du dernier podcast. Il était quand même très mal entouré l'année dernière, que ce soit d'un point de vue joueur et coaching staff. Voilà, Kingsbury, il vient peut-être aussi pour ça, pour développer un joueur qui a déjà évolué dans un système Air Raid en college football. Voilà, donc très franchement, je serais étonné qu'Arizona mise sur un quarterback. Je le disais, j'en ai vu d'autres, mais ça me paraîtrait pas forcément le choix le plus judicieux. Et un Quinnen Williams, par exemple, ça me paraîtrait le choix actuellement le plus approprié pour eux. Et bien voilà pour l'épisode numéro 286 du podcast Touchdown Actu, le premier où on a parlé de draft. Merci de nous avoir suivis. On va se revoir le jeudi 21. Là, ce sera pour un bilan de la Free Agency. Et puis, on se reverra après les semaines suivantes. Alors, il y aura un autre bilan de la Free Agency. Et puis après, on va enchaîner sur les podcasts draft. Vous retrouverez Grégory pour parler prospect. On va parler des quarterbacks. On va parler de toutes les intrigues. On va essayer de faire ça comme tous les ans. Vous avez l'habitude. On n'a pas encore d'ailleurs bien décidé ce qu'on fait poste par poste, ou est-ce qu'on fait les busts, les stars, etc. C'est toi qui décides, moi je te laisse les coups des franches là-dessus. Je sais pas, j'aime bien l'idée de titrer un peu genre tac, les stars de la draft, bam, les busts potentiels de la draft, bam, un peu comme ça, je trouve ça un peu... du coup on fait un podcast petit bois quoi. Ouais, le podcast bust, ça va être l'homme de vipère pendant 1 heure, quoi, d'accord. Mais ouais, ça me plaît bien ça en fait. Là, plus je le dis, plus ça me plaît bien. Donc je pense qu'on va faire comme ça. N'hésitez pas à nous donner votre avis. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à aller rejoindre. Merci beaucoup Grégory pour tous ces éclairages. Et puis on se retrouve donc sur touchdownactu.com bien sûr pour l'actualité, Twitter @tdactu, Facebook @tdactu, Instagram @touchdownactu, les Twitter perso @Yellow Radio, ça pour Grégory, Alain Mattei pour moi-même. On vous rappelle donc que toute l'actu de la NFL c'est sur touchdownactu.com. On vous souhaite une très bonne journée à tous. Ciao ciao, on se quitte en musique. I woke up this morning, didn't recognize the man in the mirror. Then I laughed and I said, oh silly me, that's just me. Then I proceeded to brush some stranger's teeth, but they were my teeth, and I was weightless, just quivering like